Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez ce magazine? C'est le Criquitu, c'est le premier magazine officiel dédié au manga en France. Ça a été publié à la fin des années 70 et à l'intérieur vous allez retrouver des pointures comme Saito, Tezuka, Ishinomori, Akatsuka ou encore Tatsumi. Le casting de rêve du manga game de l'époque. Il y a une question que je me pose, comment ce magazine a pu voir le jour il y a 40 ans alors que le mot manga n'était même pas connu à l'époque? Et ceci, c'est grâce à un homme, Atos Takemoto, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. Comme je disais en introduction, le Criquitu est considéré comme le premier magazine traitant quasi exclusivement de manga en France. Mais avant de rentrer un peu plus en détail sur le contenu de ce magazine, il est important de revenir sur le contexte de l'époque. Nous sommes le 15 juin 1978. C'est un jeudi et le Criquitu, le premier magazine dédié au manga, sort dans les kiosques. Et là, la première Manga Mania arrive en France. Le jour même, des milliers d'enfants sèchent l'école et les buralistes sont débordés. Et c'est la rupture de stock de partout, il y a une vague de réimpression qui est lancée en urgence, les numéros se revendent au marché noir à des prix mais de fou, c'est juste incroyable. Quoi? Oui. Non, oui, JDK. Comment ça, c'est pas l'engouement? Bon, ok. On me dit qu'apparemment, dans la fabuleuse histoire de l'arrivée du manga en France, les débuts n'ont pas été très vivaces. D'ailleurs, les premières planches publiées de manga en France aujourd'hui sont attribuées à Budo Magazine et JDK Judo. Et ça, c'est en 1969, 9 ans avant l'arrivée du Criquitu. Mais il faut savoir que c'était une dizaine de planches qui étaient rajoutées en fin de magazine, et tout ça semblait pas très légal. En même temps, les droits d'auteur, c'est un peu surfait. Alors ça n'enlève pas sa valeur historique, mais je vais me concentrer plutôt sur le premier magazine officiel. Donc retournons 9 ans plus tard, le 15 juin 1978. Et c'est important pour comprendre ce magazine de parler d'abord de l'homme qui l'a créé. Derrière ce magazine se cache un passionné, Atos Takemoto. Je vais donc revenir sur les éléments clés de sa vie, parce que oui, ce mec a eu juste 45 vies en une. Volontairement, je ne serai pas exhaustif, mais je mettrai sa biographie dans la description de la vidéo. Son vrai nom, c'est Takemoto Motoichi et il est né en 1953 à Tokyo. Et jeune, il se passionne pour l'équitation et la musique et en instrument, il choisira le cor de chasse. Pourquoi pas? En 72, quand il a 19 ans, son père l'envoie en Australie pour étudier l'anglais. C'est quelque chose d'assez rare à l'époque. Et c'est là-bas qu'il va décider de changer de nom et Motoichi va passer à Atos. Et pour l'anecdote, en fait, les Australiens n'arrivaient pas à prononcer son prénom, puisque Motoichi disait Mato Ichiz, qui veut dire en gros mes orteils me démangent. Et comme ça l'a gonflé, il s'est dit qu'il allait prendre une figure qu'il adorait, c'est-à-dire le Athos des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ensuite, il va aller en Suisse pour aller jouer de la musique pour le Conservatoire de musique de Genève. Et il joue quoi à votre avis? Du cor de chasse. Comme quoi. Alors au passage, il s'est dit qu'il allait apprendre comme ça le français et l'espagnol, et puis il en profite pour faire guide et interprète en Suisse romane. Et là, entre 78 et 84, il va tenter l'aventure de la publication de manga. Mais on va y revenir juste après. Et une fois cette aventure terminée, il continuera en étant professeur d'espagnol, d'anglais, de japonais, d'arabe, oui parce qu'il a appris l'arabe entre temps. Il jouera dans des fanfares, il sera chef d'orchestre à Angoulême. Entre temps, il déménage à Paris, il se fait voler son corps de chasse, et il décide d'utiliser la seule chose qu'on ne pourra pas lui voler, ses pieds et ses mains, et il se donnera à fond dans le chant flamenco. Il créera même une association qui gardera très longtemps. Il travaillera 3 ans en Arabie Saoudite et en Algérie comme interprète. Vous vous rappelez, il parle arabe aussi. Et Athos, il aime tellement ce brassage de culture qu'il va créer l'ANFAA, l'association nippo-franco-arabo-andalouse, qui permettra de promouvoir et lier les cultures entre les pays. Mais c'est pas fini, il reste encore 3 points importants. En 2011, il apprend qu'un festival au Japon ne pourra pas continuer suite aux catastrophes de cette année-là. Du coup, il décide de l'importer en France, sauf que lui, il va mélanger art équestre, flamenco et matsuri. Oui, parce que aussi, je ne l'ai pas dit, mais il fait aussi de l'escrime, en plus de l'équitation qu'il fait depuis tout jeune. Et il finira gérant de Nizakaya à Paris. Il avait un dernier rêve qui était d'ouvrir un centre pour les enfants de Fukushima en Andalousie. Bref, je m'arrête là, vous avez compris, il a eu une vie extraordinaire et je pourrais en parler pendant 2 heures. Je constate que quand je fais 2 vidéos par mois, en fait, lui, il a appris 2 langues, joue un concerto et il prépare un festival.
Alors vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, c'est un baroudeur, un polyglotte, un artiste accompli. C'est un épicurien, un assoiffé de connaissances, quelqu'un qui aime partager. Il saisit toutes les opportunités qui se présentent, il est curieux dans tous les domaines, bref, c'est quelqu'un qui profite de la vie à fond. Et tout cet esprit de partage, c'est tout ce qu'on va retrouver dans son magazine. Hélas, et je crois que vous l'avez compris, Athos s'est éteint à 67 ans en juin 2020 suite à des problèmes pulmonaires et il n'aura pas pu concrétiser son dernier rêve, celui de créer le centre pour les enfants. Revenons sur l'origine du magazine et comment il a été créé. Comme je le disais, quand il était interprète et guide en Suisse romande, il a commencé à gagner pas mal d'argent grâce aux commissions qu'il touchait par les boutiques de luxe. Il a eu l'idée de vouloir partager sa culture, mais pas le Japon traditionnel, mais le Japon actuel. Parce que pour lui, l'ikebana ou la cérémonie du thé, c'était pas trop son truc. Et comme il n'avait pas d'argent pour produire des films, il s'est dit qu'il allait plutôt se lancer dans la bande dessinée. Son objectif était de montrer sa culture et qu'est-ce qui était lu à cette époque-là. Mais ce projet n'a pas pu se réaliser seul, et c'est là qu'il rencontre Rolf Kesserling. J'arrive jamais à le prononcer. Kesselring. C'est un écrivain et éditeur qui a sa propre librairie à Lausanne, en Suisse. En 1978, de leur association naît le premier magazine dédié au manga, le Krikitu. Mais pourquoi ce titre? En fait, c'est Rolf qui a trouvé ce titre, puisqu'Athos lui avait proposé des mots comme manga ou ninja, mais ça disait rien en fait au public. Puis Athos il s'est dit bah pourquoi pas, hein. En même temps il faut bien trouver un nom. Alors sauf ce qu'Athos n'a pas vu, et ça c'est pas spécialement cité dans les interviews, c'est que Rolf, niveau inspiration, ça va, tranquille quoi. Tu as juste vu le film de Bruce Lee en avant et tu te dis que t'allais pomper le même titre. Hein. Je sais pas, tu te dis on va surfer sur une vague, pourquoi? Et au moment de la sortie du Krikitu, il faut rappeler un petit peu le contexte du marché de l'époque. Pour resituer dans le temps, je rappelle, Akira, qui est considéré comme le début de la démocratisation du manga en France, n'arrive qu'en 1990, soit 12 ans plus tard. Et à cette époque-là, Goldorak n'était même pas arrivé à la télé, il arrivera juste un mois après la parution du premier numéro. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait pas tout ça. On découvrait tout au moment où ça passait à la télé. Voilà, pour terminer, alors nous avons un nouveau feuilleton, Goldorak, et qui a un tas d'histoires. Vous allez voir, il y a des soucoupes volantes, il y a des fusées, il y a un tas de choses. Je vous demande de nous envoyer une petite carte à Dorothée et à moi pour nous tenir au courant, pour nous dire si vous aimez le feuilleton. Nous allons faire le programme ensemble. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. On peut facilement conclure que personne ne connaît la BD ou l'animation japonaise, il y a tout à faire. Et côté BD, alors je ne suis pas du tout expert en BD, mais de ce que j'ai compris, les années 60 sont des années où c'était surtout des bandes dessinées pour les enfants. Et dans les années 70, ça a été le temps de la découverte et de l'exploration de nouveaux genres pour la bande dessinée, grâce à des nouveaux styles graphiques et narratifs plus matures. Et ce, par le biais de magazines comme Métal Hurlant, L'écho des savanes, Harakiri, qui donnent une image plus adulte de la bande dessinée. Et je me rappelle, dans les années 90, bien plus tard, j'avais accès à des livres comme L'écho des savanes, et le contenu était quand même assez trash et sexuel. C'est peut-être pour ça que j'aime les Roguro maintenant. De ce que j'ai compris, c'est l'âge d'or de la maturité de cet art qui s'adresse à un nouveau public. Et que retrouve-t-on dans le contenu du Krikitu? En fait, comme ses homologues en bande dessinée, Athos choisira justement du contenu adulte. Il faut dire qu'au Japon, le courant Gekiga est déjà passé par là-bas et il y a de nombreuses œuvres adultes et matures qui existent. Et il suffit de voir le casting, il y a Takao Saito, l'auteur de Golgo 13, et d'ailleurs un des pionniers du Gekiga. Fujio Akatsuka, le roi de l'humour au Japon. Osamu Tezuka, le dieu du manga. Je vous ai déjà dit que j'aimais Tezuka? Mais aussi l'emblématique Shotaro Ishinomori, le créateur de Kamen Rider. Vous vous rappelez? Le Ishinomori Corner. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur l'économie japonaise d'Ishinomori, s'il vous plaît. Pour moi, c'est un casting de rêve, le top du top de tout ce que j'aime. Y a personne qui veut le faire revivre ce magazine-là? Je vais vous décevoir, mais dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail dans les histoires qui ont été publiées dans le Krikitu. Parce que j'ai prévu une seconde vidéo, on va regarder en détail tout ce qu'il y a dans les magazines. Ça va être trop de la balle. Cette sélection, elle n'a pas été faite de façon anodine. Il ne faut pas oublier qu'Athos a eu facilement accès à sa culture jusqu'à son départ du Japon en 1972. Ce qui signifie qu'il a surtout été baigné dans la culture manga de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70. Mais beaucoup moins entre 72, son départ, et 78, la sortie du premier numéro. Et je vais généraliser, mais
Ces auteurs à cette époque-là étaient un peu à l'apogée de leur carrière. C'était encore les références du manga game de l'époque. Le plus important, c'est de noter qu'Atos a choisi ce genre d'histoire pour montrer que le Japon sait aussi créer des histoires matures comme la BD franco-belge. Et potentiellement toucher le même public. Et personnellement, avec ce contenu de qualité, ça ne peut que me ravir. Le Criquitu, ce n'est pas que du manga. Je le disais au début, Atos, son but c'était de partager sa culture. Et pour ça, il a créé de nombreuses rubriques dans le magazine. Il a pu faire plusieurs dossiers sur l'origine du manga, l'animation aux États-Unis et au Japon. Il a pu faire sur Lady Oscar, sur Sayuki, mais aussi sur la culture traditionnelle. Comme quoi. Il fera aussi plusieurs portraits sur les auteurs qui ont été publiés pour remettre un peu de contexte. On trouvera des nouvelles traduites et certaines qui semblent encore inédites. Et parlera d'actualité autant de magazines, de livres ou de bandes dessinées franco-belges. Le magazine essaye de faire de nombreuses passerelles entre les deux cultures pour montrer qu'on est sur le même terrain. C'est plus ou moins la même cible éditoriale que l'Écho des Savanes, que Métal Hurlant, etc. Et vous l'avez compris, le contenu du magazine est très lié selon les envies d'Atos. Un autre point intéressant, c'est de voir comment il communique autour de sa culture et le ton du magazine. Il faut savoir qu'Atos n'était pas tout seul, il avait quand même une petite équipe pour l'aider. Mais dans ce magazine, il était directeur de la publication, rédacteur en chef et son propre éditeur. Chez Atos Takemoto, éditeur. D'ailleurs, la maison mère était située à Chiba, au Japon, peut-être pour négocier les droits. Mais la rédaction et l'administratif étaient à Genève. Le ton du magazine, il se veut assez libre et c'est appréciable. Il peut faire des critiques autant sévères que très élogieuses. Il y a aussi un parti pris au niveau des critiques. C'est écrit comme un récit de voyage, comme si un explorateur racontait ses aventures. C'est assez particulier et atypique, j'aime beaucoup l'approche. Mais on ressent surtout une envie réelle de partager sa culture. Il y a une attention particulière à porter au contexte et à l'approche pédagogique. Un point qui m'a marqué, c'est parler par exemple des films d'animation ou des séries télé. Je vous lis. C'est dans le volume numéro 4. Il faut d'abord préciser que la différence entre le dessin animé cinématographique, long métrage que j'ai appelé ici ciné-animé, et le dessin animé produit pour la télévision, je l'ai appelé ici TV animé, n'est pas seulement une différence de grandeur ou de forme d'écran. Pour donner une image plus claire, disons que le TV animé est une revue hebdomadaire alors que le ciné-animé est un livre. Le ciné-animé doit être d'une qualité à toute épreuve puisqu'il devra pouvoir voyager dans d'autres pays. Le TV animé, lui, s'installe confortablement à la maison et fait marcher le commerce intérieur. Il va donc présenter la BD japonaise comme une autre BD, mais il ne va jamais utiliser le mot manga, toujours bande dessinée japonaise. Et il va donner des titres aux auteurs, par exemple Tatsumi le désespéré, Osamu Tezuka, le père de la BD, ou Ishinomori, le romancier dessinateur. J'aime beaucoup ces titres qu'il a associés aux auteurs. Alors les dossiers sont assez courts, c'est une page ou deux, dans un français parfois un petit peu surprenant, mais on voit qu'il y a eu une certaine ardeur et sérieux dans la rédaction de ces articles. En plus, le travail d'adaptation devait être quand même assez conséquent puisqu'il n'y avait pas d'informatique à l'époque, tout était à la main. Alors le magazine sortait tous les 3 mois et la publication a été assez compliquée. Surtout avec la France dans laquelle il aura eu énormément de problèmes. Oui, parce que l'administration française, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est compliquée. Et dans ses éditos, il expliquera qu'il avait des problèmes avec la commission paritaire de la distribution du journal en France. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à savoir si le volume 1 et 2 ont bien été publiés en France, puisque dans le volume 3, il se plaint justement de tous ces problèmes administratifs, mais surtout qu'il va devoir augmenter le prix et que le 3 arrivera en retard en France, tant pis. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, le magazine aura en tout 6 numéros. Plusieurs facteurs participera à la fin du magazine. Déjà, il y a le monopole de la nouvelle messagerie de la presse parisienne, qui est un organisme de distribution et en fait, Atos n'avait aucune vue sur les ventes et les retours. Mais en plus, en 81, le franc avait perdu par rapport au franc suisse, ce qui rendait la vente du magazine beaucoup plus difficile. Et tout ça, ça commençait à être un petit peu lourd à porter pour les épaules d'Atos. Ce qui fait qu'entre le désintérêt du public, les problèmes administratifs, les problèmes de taux monétaires, mais aussi la santé financière d'Atos, qu'il est obligé d'arrêter son magazine après 6 numéros en mars 1981. D'ailleurs, ça se ressent dans le dernier numéro puisqu'il n'y a que 2 histoires de Sabu Eiichi sans dossier, sans édito, rien. Mais ça, on y reviendra dans l'autre vidéo. Alors il continuera un petit peu son aventure dans la publication jusqu'en 1984 où là, il passera à autre chose. Et au niveau des publications, en 1979, c'est lui qui a pu publier le premier manga relié, qui est celui-ci. En fait, c'est une histoire tirée de Sabu Eiichi. Mais aussi en 82, pour Angoulême, il va publier un très long dossier sur les origines du manga. C'est un dossier assez complet d'une 40aine de pages qui reprend année par année les événements importants du Japon, tout en expliquant à côté les différents genres du manga. Un dossier qui lui a demandé plusieurs mois de travail. D'ailleurs, pour l'anecdote, il sera aussi chef d'orchestre au Festival d'Angoulême, mais il participera aussi à la venue d'Osamu Tezuka cette année-là. D'ailleurs, à cette époque-là, Tezuka se baladait tranquillou incognito d'Angoulême, personne ne le connaissait. Et en 84, il s'associera avec l'éditeur Artefact pour publier
ce livre, qui sont 2 histoires de Tatsumi. Il y a une question que je me suis posée, je me suis dit, et s'il avait continué aujourd'hui? Il a été pionnier dans le manga en France et comme il dit en rigolant dans des interviews, il serait millionnaire aujourd'hui. Il associe ça à son manque de persévérance, mais honnêtement, avec tout ce qui lui est arrivé, je crois que c'était le destin. Et je ne suis pas convaincu qu'il serait riche aujourd'hui. On l'a vu, les mangas sont arrivés en masse dans les années 90, mais c'était surtout pour un public jeunesse. Et le public, avec le temps, a continué à évoluer tout en gardant en tête les mangas de leur enfance. Et aussi, le public BD était peut-être trop fermé à son époque et a mis beaucoup de temps à s'ouvrir vers d'autres cultures. Tous ces auteurs, toute cette BD adulte n'est pas celle qui marche le plus sur le marché. Alors aujourd'hui, le public est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus mature. On voit dans le sens d'une communication du BD plus universelle. Mais si Athos était resté sur ses auteurs patrimoniaux, c'est pas ce qui marche le plus sur le marché français. Donc Athos, ne regrette rien, tu aurais été ruiné 200 fois depuis. Même si ça a été jalonné d'épreuves, ce fut une belle aventure. Trop courte, puisque ça s'arrêtait après 6 numéros, mais il a déjà pu mettre quelques graines de la culture japonaise auprès du public de l'époque. Comme Jean-Louis Gauthier, créateur d'édition Cornelius, publiera 20 ans plus tard du Tezuka et du Tatsumi. Comme quoi Athos, t'as réussi ton objectif. Je n'étais pas encore né pour cette aventure, mais je ne peux que me l'imaginer. Mais en feuilletant, c'est clair, j'ai des étoiles dans les yeux et je revis cette époque à travers ces magazines. Je suis très impressionné par le travail qu'il a pu faire à cette époque et je ne peux que le remercier d'avoir été le précurseur d'une passion qui m'anime depuis tant d'années. Et je vous avoue que je regrette de ne pas être intéressé à cet homme avant, puisque j'aurais eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui dans son petit izakaya à Paris. Athos, même si tu n'es plus de notre monde, sache que tu seras toujours celui qui sera cité comme le premier à avoir publié du manga en France. Et tu auras toujours ta place dans les manuels d'histoire, et ça c'est le plus bel hommage qu'on peut te faire aujourd'hui. Donc merci pour tout ce que tu as fait, Athos. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour une seconde vidéo pour explorer magazine par magazine le contenu du Criquitu et je vous dis à très vite.